Je m'appelle Hélène Lambert. J'ai 63 ans, je suis bibliothécaire à la retraite et veuve, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à élever mon fils et à prendre soin de ma famille. Autrefois, j'étais entourée de livres, et j'avais l'habitude de croire que les histoires ne se trouvaient que dans leurs pages. Mais la vie, je l'ai appris, écrit ses propres chapitres, avec une encre que l'on ne peut effacer. Il y a 2 jours, j'ai décidé de préparer un gâteau pour le 6e anniversaire de mon petit-fils, Ethan. Pas n'importe quel gâteau, c'était la même, génoise à la vanille, avec une garniture à la framboise, que je faisais pour mon fils David, quand il était petit. À l'époque, l'odeur du sucre et du beurre était synonyme de sécurité, de foyer. Je voulais qu'Ethan goûte cet amour, qu'il sente dans ses petites mains un morceau de notre histoire, de notre héritage familial. Je suis donc restée des heures debout dans ma petite cuisine, à pétrir la pâte, à battre les œufs, à attendre près du four comme si je gardais un trésor. Mes poignets me faisaient mal, mon dos me lançait, mais mon cœur était serein. J'imaginais le visage d'Ethan s'illuminer en le voyant. Je me suis murmuré, ce sera mon cadeau, pas un cadeau acheté en magasin, mais un cadeau de moi, sa grand-mère, son Osang. Le 2e soir, lorsque le glaçage fut enfin lisse et que les framboises brillaient comme des bijoux, je l'ai soigneusement emballé dans une boîte en carton blanche, nouée d'un ruban bleu. Je ne m'étais pas sentie aussi fière depuis des années. Ce matin-là, j'ai traversé le village à pied, portant la boîte comme si elle était en verre. Mes doigts se pressaient contre le carton, ma poitrine se soulevant d'espoir. Quand je suis arrivée devant la maison de mon fils, des ballons flottaient sur le port et des rires s'échappaient du jardin. Mon pouls s'est accéléré. J'ai gravi les marches du perron et j'ai frappé. La porte s'est ouverte. Mélissa, ma belle-fille, se tenait là. Son regard est tombé sur la boîte dans mes mains, puis est remonté vers mon visage. Elle n'a pas souri. Elle ne m'a pas invitée à entrer. Au lieu de cela, elle l'a dit. 10 mots qui m'ont tranché plus profondément que n'importe quoi. Quelle lame! Nous en avons déjà commandé un vrai. Sa voix était froide, définitive. Elle a incliné le menton vers le jardin où je pouvais entendre le rire d'Ethan. Mes genoux ont fléchi. Avant que je puisse respirer, avant que je puisse m'expliquer, elle a refermé la porte. Le claquement sec du bois a résonné dans ma poitrine. Je suis restée là, sur le porche, tenant toujours le gâteau dans lequel j'avais mis toute mon âme. Mes mains tremblaient. Le ruban bleu flottait, comme pour se moquer de moi. De l'autre côté de la porte, des enfants criaient « Joyeux anniversaire !» et un chœur chantait en accompagnement. Je pouvais presque imaginer Ethan taper dans ses petites mains autour d'un gâteau couvert de glaçage industriel, les bougies allumées. Et je n'étais pas là. Je me suis murmuré la voix brisée. Si un gâteau fait avec amour n'est pas un vrai gâteau, alors la vie que j'ai donnée, les années que j'ai sacrifiées, ont-elles jamais été réelles pour eux? Le vent me fouettait le visage. Je me sentais plus petite que jamais, invisible, comme si le temps lui-même m'avait effacée du tableau. La voix de mon fils me parvenait faiblement du jardin, chaleureuse et joyeuse. Mais pas pour moi, pas avec moi. Je me suis retournée lentement, serrant le gâteau contre moi. Mes chaussures semblaient pesantes sur les marches en bois. Ma poitrine me faisait mal à chaque inspiration. Et j'ai pensé aux années passées à coudre des costumes pour les fêtes, de l'école, à préparer des dîners tardifs, à lire des histoires à un garçon qui un jour m'avait appelé son monde entier. Maintenant, je n'étais plus qu'une personne debout devant une porte fermée. Pourtant, au plus profond de moi, un murmure s'est élevé. Ce n'était pas la fin.
de mon histoire. Cette blessure, vive et cuisante, ne serait pas le dernier chapitre. Je ne le savais pas encore, mais quelque chose d'inoubliable m'attendait juste au-delà de cette douleur, un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. Car parfois, ce qui vous brise le plus, profondément, est précisément ce qui ouvre la porte à la personne que vous étiez destiné à devenir. Si vous vous êtes déjà retrouvé devant une porte fermée, tenant quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur, alors restez avec moi. Il ne s'agit pas seulement, d'un gâteau. Il s'agit de dignité, d'amour et de la force tranquille de se relever quand le monde essaie de vous effacer. Ce qui s'est passé après la fermeture de cette porte a tout changé. Je suis restée figée sur le porche, mes doigts tremblants contre la boîte en carton. Les rires provenant du jardin étaient maintenant étouffés, comme un rêve auquel je ne pouvais accéder. Ma main s'est à moitié levée pour frapper à nouveau, mais elle a vacillé dans les airs. Je l'ai laissée flotter à quelques centimètres de la porte en bois, avant de la retirer. Cette hésitation semblait plus lourde que le gâteau lui-même. Ma poitrine s'est resserrée. Devais-je supplier, implorer Mélissa de me laisser entrer? Devais-je m'humilier juste cette fois-ci pour avoir la chance de voir mon petit-fils souffler ses bougies? Ou devais-je m'en aller, emportant avec moi la certitude amère que mon amour avait été rejeté? Le boissou, ma paume était chaude sous le soleil de l'après-midi. J'y ai appuyé ma main comme si, en la laissant assez longtemps, la porte se souviendrait de moi. Puis, lentement, presque rituellement, je l'ai retirée. Ce simple geste, poser ma main puis la reprendre, fut mon premier pas vers le silence comme forme de force. Je ne m'en dirais pas pour être reconnue. Je me suis retournée, j'ai descendu les marches et j'ai serré le gâteau contre ma poitrine. Le ruban s'était légèrement défait, pendant contre mon bras. Un fil fragile entre ce que j'offrais et ce qui était refusé. Chaque pas qui m'éloignait de cette porte résonnait comme un écho dans mes os. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Les larmes étaient enfermées, quelque part plus profondément, en attente. Quand je suis arrivée dans ma petite maison, le crépuscule s'était glissé dans le ciel. J'ai posé la boîte sur la table de ma cuisine. La lumière dorée du plafonnier l'éclairait. Et pendant un instant, elle a ressemblé à un autel. Le gâteau reposait à l'intérieur, intact, son glaçage lisse toujours parfait. C'était de l'amour, capturé dans de la farine et du sucre, mais mal aimé. Ma maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me suis assise sur la chaise en bois à côté de la table. Mes doigts ont tracé le bord de la boîte. Alors c'est ça, ce que l'on ressent. Ai-je murmuré à la pièce vide? Tout donner et s'entendre dire que ce n'est pas réel. Le silence m'a répondu. Il n'était pas cruel, mais il était absolu. Après un moment, j'ai attrapé la vieille boîte en fer blanc sur le comptoir. Le couvercle a grincé en s'ouvrant. À l'intérieur, enveloppé dans du papier parchemin cassant, se trouvait mon carnet de recettes. Les pages avaient jauni, leurs coins s'étaient recourbés, comme des feuilles d'automne. Mon écriture était penchée sur le papier, avec des taches d'encre, de petites notes, des étoiles enfantines dessinées par David quand il avait 8 ans. J'ai feuilleté lentement. Nuage de chocolat pour David, 8 ans. Les mots se sont brouillés un instant et j'ai dû cligner des yeux pour les éclaircir. Je me suis souvenue de ce jour. Il s'était tenu sur une chaise à côté de moi, saupoudrant du cacao dans le bol. Sa petite main, tremblante. Il avait ri en renversant sur le comptoir, et je lui avais dit que les erreurs faisaient partie de la pâtisserie. Quand le gâteau avait refroidi, il m'avait serré si fort dans
ses bras que j'avais cru que mes côtes allaient se briser. Il avait dit « Maman, c'est mieux que de la magie. » Mieux que de la magie. J'ai murmuré ces mots pour moi-même, la gorge nouée. Maintenant, des décennies plus tard, j'étais la même femme assise sous la même lumière jaune avec un autre gâteau, cette fois pour son fils. Et j'étais toujours à l'extérieur, regardant à l'intérieur. L'horloge de la cuisine égrenait les secondes. Chaque tic-tac me rappelait que le temps avait passé, passait et continuerait de passer, que je sois invitée à table ou non. Mes yeux sont retombés sur la boîte, sur le ruban bleu qui commençait à s'effilocher. Un amour emballé et rejeté. J'ai pensé à frapper une fois de plus, à retourner là-bas, à insister. Mais l'image du visage de Mélissa, de ses yeux froids, de sa voix teintée, de mépris m'a figé sur place. J'ai murmuré dans le silence. Non, je ne demanderai pas 2 fois à être vue. Il y avait de la force dans ce refus. Petite, silencieuse, presque invisible, mais de la force tout de même. J'ai passé la main sur le carnet, une fois de plus, traçant les recettes, les souvenirs, les fragments de ma vie capturés dans le sucre et la farine. Ce livre contenait la preuve que mon amour avait autrefois compté, qu'il avait été chéri. Chaque ligne écrite était une conversation, une prière, un cadeau. Et pourtant je me trouvais là, seule dans une cuisine qui sentait légèrement la vanille et la framboise. Le satunetto, silence s'est épaissi. J'ai posé mes 2 mains sur la table pour m'ancrer et j'ai fixé le gâteau. Ce n'était pas juste un dessert, c'était un miroir de mon amour, délicat, vulnérable, rejeté. Ma poitrine s'est soulevée et abaissée lentement. J'ai murmuré à nouveau. Cette fois, non pas à quelqu'un d'extérieur, mais à moi-même. S'ils ne peuvent pas le voir, je dois apprendre à le voir moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la pénombre, le gâteau toujours posé devant moi. Et dans le calme, j'ai commencé à comprendre que le silence n'était plus une défaite. C'était la graine de quelque chose, d'autre quelque chose qui attendait de germer. Le lendemain de la fête à laquelle je n'avais pas été autorisée à assister, j'étais assise à la table de la cuisine, le gâteau intact toujours là. J'avais pensé que je m'en couperais, peut-être une tranche, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Le faire aurait été comme admettre que sa raison d'être était vraiment morte sur le porche la veille. C'est alors qu'on a frappé doucement à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Rachel, ma jeune voisine, tenant sa petite fille sur la hanche. Les boucles de la petite rebondissaient, alors qu'elle serrait un lapin, en peluche, ses yeux grands ouverts de curiosité. « Bonjour, Madame Lambert », dit Rachel, sa voix douce, empreinte de cette gentillesse simple que seules certaines personnes possèdent. Puis ses yeux se sont déplacés au-delà de moi, se posant sur le gâteau, toujours dans sa baie, ou sur ma table. Son expression a changé. D'abord surprise, puis ravie. « Oh mon Dieu, ce gâteau! Il est magnifique! Où l'avez-vous commandé ?» Ces mots m'ont surprise. J'ai cligné des yeux, un étrange mélange de honte et de fierté m'envahissant. Lentement, je me suis écartée, la laissant le voir plus distinctement. Le glaçage était toujours lisse, les délicates décorations intactes. Les roses en sucre se dressaient, comme des sentinelles gardant un souvenir. « Je ne l'ai pas commandé », ai-je dit, ma voix plus basse que je ne l'aurais voulu. « Je l'ai fait ?» Pendant un instant, Rachel m'a simplement regardé. Puis ses yeux se sont illuminés. « Vous avez fait ça de vos propres mains ?» J'ai hoché la tête. Mes doigts se sont tortillés nerveusement. Dans ma propre famille, ce gâteau avait été rejeté comme quelque chose de moins que réel.
Mais ici, dans l'admiration ébahie de Rachel, je me sentais vue d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Elle s'est approchée, sa petite fille se penchant en avant pour regarder curieusement. « Il est magnifique. Absolument magnifique. Vous auriez pu facturer des centaines d'euros pour un gâteau comme ça. Honnêtement, Madame Lambert, on dirait qu'il sort tout droit d'un magazine de pâtisserie. » Ces paroles ont touché une corde sensible en moi. Je voulais esquiver, hausser les épaules, mais je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai murmuré. Je l'ai fait pour mon petit-fils. Mais je n'ai pas été autorisée à le lui donner. Le visage de Tot Rachel s'est adouci et sa main libre s'est posée sur mon bras. Je suis tellement désolée. Les familles peuvent être compliquées. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas ce moment définir ce gâteau, ni vous. Sa petite fille a soudainement poussé un cri de joie en montrant les roses et en sucre. Gâteau fleurs, maman, je veux gâteau fleurs. Rachel a ri puis m'a regardé avec une expression presque suppliante. Est-ce que vous accepteriez de faire quelque chose comme ça pour l'anniversaire de ma fille? Elle aura 4 ans le mois prochain, et nous n'avons pas les moyens de nous offrir un de ces soptuikratit, gâteaux de grande pâtisserie. Mais en voyant ce que vous avez créé, je vous paierai. Bien sûr, je serai honorée. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Ma gorge s'est nouée, et pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Ce n'était pas une question d'argent. C'était le fait que quelqu'un, une étrangère de surcroît, reconnaisse la valeur de mes mains, de mon amour, de mon temps. J'ai dégluti. Vous voudriez vraiment que j'en serais ravie, a dit Rachel, ses yeux brillants comme si elle pouvait sentir à quel point cela comptait pour moi. Ma fille mérite un gâteau fait avec amour, pas quelque chose de produit en série. Et vous, de toute évidence, vous y mettez tout votre cœur. Quelque chose s'est agité en moi. La nuit précédente, je m'étais tenue devant une porte fermée, mon offrande rejetée. Maintenant, dans la douce lumière du matin, une autre porte semblait s'ouvrir, une porte que je n'avais pas prévue. J'ai regardé à nouveau le gâteau. Il ne semblait plus être un symbole de rejet. Dans les mots de Rachel, il était devenu une preuve. La preuve que ce que je créais avait un sens. Pour peu que les bons yeux le voient, j'ai finalement souri, un petit sourire, mais un vrai. D'accord, je serais heureuse de lui faire un gâteau. Dites-moi ce qu'elle aime. Le soulagement de Rachel a été immédiat, son visage rayonnant. Elle adore le rose. Tout ce qui a des fleurs roses et peut-être des papillons. Sa fille a tapé dans ses mains, répétant « papillon, papillon rose ». J'ai ri doucement, un son qui me semblait étranger après tant de silence. Des papillons, ce sera. Quand elles sont parties, je suis restée près de la porte un long moment. Mon cœur était plus léger, bien que la douleur soit toujours là. La demande de Rachel ne concernait pas seulement un gâteau. Il s'agissait d'être vu, d'être valorisé. Là où mon propre sang avait fermé la porte, une voisine en avait ouvert une. Cela m'a frappée alors. Parfois, la validation que nous recherchons ne vient pas de là où nous l'attendons. Parfois, elle vient tranquillement de quelqu'un qui tient un enfant dans ses bras et parle avec honnêteté. Et dans cette réflexion, j'ai commencé à me voir différemment. Le soir même, alors que la rue s'était calmée et que le bourdonnement des tondeuses à gazon s'était estompé au loin, j'ai entendu Fra happer de nouveau à ma porte. Mon estomac s'est noué. Je m'attendais à moitié à plus de silence ou de rejet. Mais quand j'ai ouvert, j'ai trouvé mon fils David, avec Ethan à ses côtés. Les yeux de David étaient fatigués. Un peu coupable peut-être.
alors qu'il tenait un sac en papier. « On a ramené les petits cadeaux de la fête !» dit-il d'un ton neutre. Il posa les sacs sur le comptoir sans croiser mon regard. « Mélissa a pensé que tu en voudrais un. » Avant que je puisse répondre, le regard d'Ethan s'est porté sur le gâteau toujours posé sur la table. Son petit visage s'est illuminé. Ses yeux, grands ouverts d'émerveillement. Il a tiré sur la manche de David. Mais comme son père ne le remarquait pas, il s'est glissé devant lui et s'est dirigé droit vers la boîte à gâteaux. « Ah, mamie !» a-t-il murmuré avec une sorte de révérence. « C'est le gâteau que tu as fait pour moi. » J'ai hoché la tête, craignant que ma voix ne se brise. Les doigts d'Ethan ont plané au-dessus des roses en glaçage, comme s'il avait peur de les abîmer. Sa voix tremblait d'excitation. « Il est si joli !»« Mais mamie, je peux le goûter? S'il te plaît, le gâteau de la fête était beau à regarder, mais... » Il a fait une pause, plissant le nez. Il n'avait pas le même goût que les tiens. « Je veux ton gâteau. » Le monde a semblé s'arrêter à ce moment-là. Mon cœur s'est serré, et soudain ma gorge m'a brûlé d'un mélange de chagrin et de joie. J'ai regardé David qui a finalement levé les yeux vers moi. Il n'a rien dit, a juste fait un léger signe de tête, comme pour donner sa permission. Avec des mains qui tremblaient, légèrement j'ai pris le couteau. Le glaçage a cédé sous la lame, libérant l'odeur familière de vanille et de framboise que je connaissais depuis des décennies. J'ai coupé une tranche, généreuse et l'épais, lacée sur une petite assiette, la glissant vers Ethan. Il n'a pas attendu. Il a pris sa fourchette et a pris une bouchée si grosse qu'elle a presque fait basculer le morceau. Ses yeux se sont fermés un instant. Et quand il les a rouverts, il brillait. C'est le meilleur, mamie. Meilleur que tout. Son sourire était pur, sans aucune garde. Et j'y ai vu le reflet d'un autre garçon, bien des années auparavant. Soudain, les souvenirs ont afflué. David a 6 ans perché à cette même table, riant la bouche pleine de miettes de gâteau. « Ma, encore du gâteau à la vanille. Maman, c'est la meilleure chose au monde. » Son rire avait résonné dans toute la maison, insouciant et lumineux. J'avais écrit ces mots, génoise, vanille pour David, 6 ans. Dans mon carnet de recettes, un petit acte d'amour conservé, dans l'encre. Je me suis tournée maintenant vers ce même carnet, toujours posé sur le comptoir. Ses pages étaient jaunies, ses coins usés, mais l'écriture était claire. Mon doigt a effleuré la ligne estompée. Génoise vanille. David, 6 ans. Maintenant Ethan, 6 ans. 3 générations liées par le sucre et la farine. Par une recette qui avait vécu plus longtemps que certaines relations. « Mamie, je peux en avoir un autre morceau ?» demanda Ethan avec empressement, des miettes collées à ses joues. J'ai ri doucement, secouant la tête avec émerveillement. « Bien sûr, mon chéri, autant que tu en veux. » David s'est éclairci la gorge, se tortillant mal à l'aise. « Il a raison, maman. Tes gâteaux, ils sont toujours meilleurs. J'aurais dû... » Il s'est interrompu. Des mots inachevés. La culpabilité lourde dans son silence. Je ne l'ai pas pressé. Je n'avais pas besoin d'excuses forcées, comme des confessions réticentes. Ce moment suffisait. Mon petit-fils avait choisi mon gâteau. Il m'avait choisi. Alors que je servais une 2e tranche à Ethan, j'ai réalisé que ce gâteau n'était pas bon. Plus seulement une offrande rejetée sur un porche. Il était devenu quelque chose de plus. Une encre. Un pont traversant des années d'amour et de silence. Un rappel que le travail de mes mains n'avait pas été oublié. Ethan a levé les yeux entre 2 bouchées, souriant avec du glaçage sur les lèvres. « Mamie,
Tu pourras m'apprendre à le faire un jour. Je veux apprendre. Peut-être qu'on pourra l'écrire dans le livre ensemble. » Ma poitrine s'est gonflée, de fierté, le genre de fierté qui monte lentement mais sûrement, jusqu'à remplir chaque partie de vous. J'ai posé doucement ma main sur son épaule. « Oui, Ethan. Un jour nous l'écrirons, ensemble, et tu ajouteras ta propre page. » Le carnet de recettes était ouvert à côté de nous, son encre témoignant du passé. Mais pour la première fois d'or, et puis longtemps je ne le voyais pas comme une relique. Je le voyais comme un registre vivant, un qui pouvait encore grandir, encore porter de nouveaux noms, de nouvelles joies, de nouvelles célébrations. Cette nuit-là, avec le rire d'Ethan remplissant ma cuisine silencieuse et David regardant en silence de l'autre côté de la pièce, j'ai senti un changement en moi. Une petite et constante réappropriation. Mon gâteau avait trouvé sa place. Mon amour avait été goûté et remémoré. Et aux yeux d'Ethan, il était réel. Alors qu'Ethan savourait sa deuxième tranche, son rire emplissant la cuisine d'une clarté que j'avais presque oubliée, mes yeux sont revenus sur le carnet de recettes laissé ouvert, sur le comptoir. Ces pages jaunies semblaient murmurer, non seulement avec de la poussière de farine et des taches de cacao, mais avec des souvenirs qui ne pourraient jamais être effacés. Et à ce moment, là, je me suis sentie glisser dans le temps. Je me suis souvenu de la nuit où le monde s'est effondré. David n'avait que 7 ans, encore si petit, quand mon mari, Gérard, s'est effondré sur la terrasse après une longue journée de travail. Un instant, il fredonnait un air. L'instant d'après, il était parti. Les lumières de l'hôpital, l'odeur, stérile, les mots « crise cardiaque massive » résonnent encore dans mes os. J'avais tenu la main tremblante de David cette nuit-là, lui promettant à travers mes propres larmes que, d'une manière ou d'une autre, nous nous en sortirions. Mais lorsque les plats des voisins ont cessé d'arriver et que les appels téléphoniques se sont raréfiés, le silence s'est abattu sur notre petite maison comme une lourde couette. Je bordais David, puis je m'asseyais à la table de la cuisine, mon chagrin pesant si lourdement que je pouvais à peine respirer. C'est alors, heures au cours de l'une de ces longues nuits, que j'avais ouvert ce même carnet et essayé de faire quelque chose, n'importe quoi, pour apporter un peu de douceur à nos jours amers. Le premier gâteau que j'ai réussi était de travers, bancal, le glaçage glissant sur un côté. Mais quand j'ai posé une tranche devant David, son petit visage s'est illuminé. « C'est si bon, maman !» avait-il dit avec des miettes collées aux lèvres. Pour la première fois depuis des semaines, il avait ri. Ce rire m'avait sauvée. Il m'avait rappelé que la vie pouvait encore contenir de petites joies, même si elle ne serait plus jamais ce qu'elle avait été. À partir de ce moment-là, la pâtisserie est devenue plus qu'un passe-temps. C'est devenu une question de survie. C'est devenu ma prière, ma thérapie, ma façon de nous maintenir à flot. À chaque coup de fouet, à chaque mélange, je me disais que nous allions nous en sortir. Avec chaque nuage de chocolat et chaque rêve à la vanille, j'essayais de rafistoler une enfance brisée pour mon garçon. Alors qu'Ethan léchait maintenant le glaçage de sa fourchette, le parallèle était indéniable. Ses yeux étaient de la même teinte que ceux de David à cet âge, pleins d'émerveillement et de confiance. Ma poitrine me faisait mal de tendresse et de chagrin. Peut-être David avait-il oublié ses longues nuits, la façon dont le gâteau avait été notre baume, notre ciment, notre compagnon silencieux. Mais moi, je ne l'avais pas oublié. J'ai murmuré dans ma tête des mots que je ne pourrais jamais tout à fait dire à voix haute. Tu ne t'en souviens peut-être pas, David, mais la douceur nous a sauvés tous les deux. Elle nous a portés quand le chagrin essayait de nous noyer. De l'autre côté de la table, David a bougé sur sa chaise. Ses yeux étaient tombés sur le carnet ouvert
Et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Une ombre, peut-être une reconnaissance. Un instant, j'ai cru qu'il allait parler, qu'il allait reconnaître les nuits où le sucre et le cacao avaient ôté notre refuge. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Il a baissé le regard, cachant l'émotion qui avait fait surface. Ce silence était plus tranchant que n'importe quel rejet. Mais je ne l'ai pas poussé. Après tout, la mémoire n'est pas toujours tendre. Il est parfois plus facile d'oublier que d'affronter à quel point on a été aimé, à quel point quelqu'un a renoncé pour vous. Pourtant, je pouvais sentir le poids de ce silence peser entre nous. Lourd, mais aussi étrangement familier. C'était le même silence que j'avais connu lorsque je faisais des doubles journées, lorsque je veillais la nuit, lorsque je tenais sa tête contre ma poitrine après des cauchemars. Le silence avait été mon compagnon autant que le sucre. Ethan, inconscient de la tension, a attrapé le carnet avec des doigts tachés de glaçage. « Mamie, c'est de là que vient la magie ?» a-t-il demandé, tournant une page et riant des taches. J'ai ri doucement, même si ma gorge me brûlait. « Oui, mon chéri. C'est le livre qui contient tous nos secrets. » Il a souri, mais j'ai remarqué que les yeux de David se sont de nouveau tournés vers les mots. Nuage de chocolat pour David, 8 ans. Son visage s'est adouci pendant un battement de cœur, une fissure dans l'armure qu'il portait depuis si longtemps. Mais elle a ensuite disparu. Il s'est levé, s'éclaircissant la gorge, et a marmonné quelque chose sur le fait de devoir ramener Ethan à la maison. J'ai hoché la tête, le regardant éviter mon regard alors qu'il guidait son fils vers la porte. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, je me suis affalée sur ma chaise, le calme s'installant à nouveau autour de moi. Pourtant, ce n'était pas tout à fait le même qu'avant. Cette fois, je gardais le son du rire d'Ethan près de moi, superposé à l'écho de celui de David des années auparavant. 2 voix à des décennies d'intervalle, liées par le sucre, la farine et l'amour. Peut-être David avait-il oublié, mais je n'oublierai jamais. Et peut-être, juste peut-être qu'un jour, il se souviendrait. À la fin de cette semaine, le silence dans ma cuisine avait changé de ton. Il ne sonnait plus comme un abandon. Il sonnait comme un commencement. Rachel avait parlé de mon gâteau à 2 mères du parc, puis en avait touché un mot au professeur de musique. Les demandes ont commencé à arriver comme des billets glissés sous une porte. La première était simple. « Pourriez-vous faire un petit gâteau aux fraises pour notre groupe de prière ?» Mardi, j'ai dit oui, puis je suis restée debout tard dans la nuit, à fouetter de la confiture, dans une crème au beurre, jusqu'à ce que la couleur ressemble à un lever de soleil. Les dames ont fait passer les assiettes le long de la table. Et quand les assiettes sont revenues, à mon bout, elles étaient vides. Quelqu'un m'a tapoté l'épaule et a murmuré « Non, seulement délicieux. » Mais il a une âme. Une autre demande a suivi. Une retraitée nommée Madame Connelly voulait un grand gâteau pour sa fête de départ à la bibliothèque municipale, où j'avais autrefois travaillé. Elle a glissé une enveloppe fraîchement pliée dans ma paume. « Pour la meilleure bibliothécaire que nous ayons jamais eue, » a-t-elle chuchoté. « Et pour la pâtissière qu'elle cachait. » Quand j'ai apporté le gâteau à travers ses portes familières, l'odeur de papier et de poussière m'a enveloppée. Bientôt, l'école primaire a appelé pour 2 douzaines de cupcakes, rose pour le CP et bleu pour le CE1. Je les ai alignés sur des grilles de refroidissement. Puis j'ai dessiné de petites fleurs à la poche à douille pendant que la radio murmurait des chansons. Mes poignets me faisaient mal, mais mes mains bougeaient avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un travail qui me semblait autrefois être une question de survie
me semblait maintenant être une respiration. La nouvelle est parvenue à la chorale de l'église. La femme du pasteur est arrivée avec une liste, s'excusant de sa longueur. Des anniversaires ce mois-ci, un repas, partagé dimanche prochain, et une chaîne de plats pour les Jensen. Si vous ne pouvez pas, nous comprenons. J'ai souri et j'ai tout noté. Si vous me laissez fixer le prix, ai-je dit, doucement, je promets de le fixer avec bienveillance. Elle a ri à travers des larmes, des gratitudes. C'est déjà plus de bienveillance que ce à quoi nous sommes habitués. Sur le comptoir, je gardais mon carnet ouvert. J'y écrivais les quantités et les heures, mais j'y consignais aussi les noms et les histoires. Qui aimait le citron? Qui était allergique aux noix, dont la petite fille venait d'emménager après un divorce difficile? La poussière de farine s'est déposée sur l'encre. Chaque fournée ressemblait moins à du commerce qu'à des lettres que j'apprenais à envoyer. Les enfants sont devenus mes clients préférés. La petite fille de Rachel est venue saupoudrer des perles de sucre et s'est trompée exprès dans le compte pour que je sois obligée d'en goûter un. Un garçon du catéchisme m'a donné son argent de poche, 3 billets de 5 € froissés, pour un biscuit en forme de clé de sol. Ethan a appelé un soir pour me demander si je pouvais apporter un cupcake au CHA, au Colata, son match de foot parce que le glaçage de mamie fait courir le ballon plus vite. J'ai tout écrit dans les marges. La preuve qu'une vie peut se mesurer en petites douceurs. Les compliments m'ont le plus surprise. Une enseignante a dit « ça a le goût de la maison ». Un bedeau de l'église a déclaré « non seulement délicieux, mais ça a une âme ». Une ancienne voisine timide a murmuré « ma mère faisait des gâteaux comme ça ». Je pensais que cette saveur avait disparu. J'ai appris à recevoir les éloges sans me dérober. Je répondais par « merci », pas par des excuses, par un sourire, pas par un avertissement que ce n'était rien. Rachel n'arrêtait pas de me taquiner pour que je mette une enseigne. « La cuisine d'Hélène !» Ah, disait-elle, esquissant des arabesques dans l'air. Je résistais à l'idée de quelque chose de grandiose. J'avais été invisible si longtemps qu'être vue me semblait en un heureux. Pourtant, quand elle a apporté une petite ardoise et un bâton de craie, j'ai écrit les mots en lettres, soignés et je les posais sur le rebord de ma fenêtre. Les gens tapaient sur la vitre en passant, puis me faisaient un signe de la main. L'argent rentrait discrètement. J'ai payé la facture d'eau sans angoisse pour la première fois depuis des mois. J'ai glissé un don dans le panier de l'église, puis j'ai livré un plat de brownies à la banque alimentaire, parce que la générosité nous avait autrefois sauvés, et je voulais la transmettre. Je me sentais à nouveau utile, pas de manière bruyante, pas célébrée, simplement utile. Tard un après-midi, alors qu'une nouvelle fournée refroidissait, j'ai ouvert la fenêtre pour laisser la vanille dériver vers le trottoir. Les pas ralentissaient, les voix s'adoucissaient. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et j'ai regardé le carnet et la page où j'avais souligné une phrase. Garde l'humilité, garde le savoir-faire. Mes mains étaient vivantes, rapides, sûres, respectueuses, mais mon cœur restait simple. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné pour un petit mariage de quartier qui avait besoin d'une simple tarte au citron meringué. J'ai dit oui. J'ai écrit le nom sur une nouvelle page et j'ai entouré la date. Je ne le savais pas encore, mais à ce mariage, un inconnu aux cheveux argentés lèverait une fourchette, marquerait une pause, et changerait tout. Le mariage se tenait dans la salle des fêtes, en bordure du village. Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres, et les rires fusaient sur le parquet comme du champagne. J'avais préparé 2 tartes au citron meringué pour la réception. Simple, sans chichi,
juste des pics dorés qui me rappelaient les nuages au coucher du soleil. Je les ai placés sur la longue table du buffet, à côté des plateaux de charcuterie et des gobelets, en carton de punch, puis je me suis retirée dans un coin, comme je le faisais toujours. Ma place n'avait jamais été au centre. J'avais pris l'habitude d'observer la joie depuis les marges. L'oncle de la mariée fut le premier à couper dans la tarte. Il ferma les yeux à la première bouchée, puis poussa un autre homme à goûter. Bientôt, les assiettes commencèrent à cliqueter alors que les gens se servaient, contournant la salade de pommes de terre, demandant d'où venaient les tartes. Je suis restée silencieuse, souriant, poliment quand quelqu'un a dit « La personne qui a fait ça devrait ouvrir une pâtisserie ». C'est alors que j'ai remarqué un homme grand, aux cheveux argentés, portant un costume bleu marine avec une cravate desserrée au col. Il tenait sa fourchette comme une baguette de chef d'orchestre, se déplaçant lent, aimant, délibérément. Chaque bouchée de tarte au citron qu'il prenait était mesurée, comme s'il l'étudiait. Ses yeux se sont plissés, puis se sont écarquillés avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Je ne savais pas qui il était, mais j'ai senti son regard balayer la pièce jusqu'à se poser carrément sur moi. Une fois que la musique a ralenti, il s'est approché. Sa voix était basse, posée, presque conspiratrice. « C'est vous qui avez fait ces tartes. » Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête, mes mains si serrées que mes articulations blanchissaient. « Oui, juste quelques, chose de simple pour la famille de la mariée. » Il a posé son assiette vide sur le comptoir, s'est légèrement penché en avant et a prononcé des mots qui m'ont secoué jusqu'à la moelle. Vous savez, la France a faim de ça. D'honnêteté, de nourriture qui a le goût de quelque chose qui se souvient. J'ai cligné des yeux, ne sachant que répondre. Il a tendu la main. Thomas Verdier, critique gastronomique. J'écris pour des magazines régionaux, parfois pour de plus grands journaux. Je parcours le pays en goûtant tout. Des spécialités, locales aux plats de grands chefs. Mais ça, il a tapoté doucement sa fourchette contre l'assiette vide. C'est différent. C'est humble, mais ça a du poids. C'est la vérité. La rougeur m'est montée aux joues. J'ai baissé les yeux, embarrassée. Ce n'est que du citron et du sucre. Rien de sophistiqué. Il a secoué la tête, ses cheveux argentés captant la lueur. Des lumières. Ce ne sont pas les ingrédients. C'est l'âme que vous y avez mise. On ne peut pas simuler ça. Les gens ont oublié comment goûter la sincérité. Vous, madame Lambert, vous ne l'avez pas oublié. Pendant un instant, la musique et le brouhaha autour de nous se sont estompés en un bourdonnement. J'ai pensé aux années passées dans ma cuisine, aux matins silencieux après la mort de mon mari, aux nuits où je cuisinais pour que David n'entende pas mes sanglots. Pouvait-il goûter cette histoire? Un étranger pouvait-il ressentir tout ça? Thomas a semblé deviner mes pensées. Il a baissé la voix presque comme une confession. Vous ne devriez pas vous cacher dans la cuisine d'une salle des fêtes. Vous devriez avoir un endroit qui porte votre nom. Même la plus petite pâtisserie, une enseigne qui dit « La cuisine d'Hélène ». Les gens viendraient. J'écrirais un article. Vous, m'entendez? Vous avez quelque chose dont ce pays a désespérément besoin. Mon souffle s'est coupé. L'idée semblait impossible, presque risible. Moi, une femme de plus de 60 ans qui avait passé des décennies invisibles, ouvrant une pâtisserie. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre pour essayer de me calmer. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Ça fait si longtemps que je n'ai pas osé croire que je pouvais construire quoi que ce soit. Monocotim eira. Thomas m'a étudié, non pas avec pitié, mais avec conviction. Vous n'avez pas besoin de
construire un empire. Commencez simplement avec une porte, une table. Laissez l'odeur de vos gâteaux faire le reste. Parfois, un seul four peut changer un quartier. » Ces paroles ont persisté comme un hymne. Je voulais dire oui, me sentir audacieuse et vivante. Mais la peur me tiraillait. La peur d'échouer, la peur du mépris de ma famille, la peur de n'être rien de, plus qu'une vieille femme aux mains tremblantes et une boîte de recettes griffonnée sur du papier jauni. Pourtant, sous la peur, une étincelle a vacillé, une image s'est formée dans mon esprit. Des enfants pressant leur nez contre une vitrine. Des voisins se rassemblant à un comptoir. Et Tantir, sur mon tablier pour demander une part supplémentaire. Serait-ce possible? Thomas a posé une carte sur le comptoir. « Appelez-moi quand vous serez prête. Je vous aiderai comme je pourrai. Et je vous promets, Madame Lambert, que lorsque les gens goûteront vos pâtisseries, ils se souviendront de ce que signifie être pris en charge. » Imma s'est éloignée, me laissant serrer la carte comme si c'était à la fois une bouée de sauvetage et un poids. Mon cœur battait la chamade, un mélange de terreur et d'émerveillement. J'ai jeté un coup d'œil à la table du buffet, où les dernières miettes de mes tartes avaient disparu. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti la porte de la possibilité s'entr'ouvrir juste, assez pour laisser entrer la lumière. Et pourtant, je ne pouvais pas savoir alors que franchir cette porte non seulement m'élèverait, mais attiserait aussi les ombres de l'envie au sein de ma propre famille. Des ombres qui tenteraient bientôt de tout me prendre. Au début, je ne savais pas quelle tempête se préparait au sein de ma propre famille. Pendant que mes mains pétrissaient la pâte et que ma cuisine s'emplissait du doux parfum, de sucre et de beurre, David et Mélissa se noyaient en silence derrière des portes closes. Leur entreprise de boutique, autrefois si prometteuse, s'était effondrée sous les dettes et les factures impayées. Les créanciers appelaient jour et nuit. L'image impeccable que Mélissa montrait aux voisins commençait à se fissurer, bien qu'elle essayât de la recoller avec des vêtements chers et des sourires fragiles. Un soir, alors que je laissais refroidir une plaque de pain au raisin sur le comptoir, une amie m'a glissé un journal plié entre les mains. C'était, là, un article que Thomas Verdier avait écrit. Mon nom en lettres grasses, la cuisine, d'Hélène redonne une chaleur authentique à la pâtisserie française. Je l'ai regardée, stupéfaite. Je n'avais pas demandé d'attention, mais elle était là. Mes tartes et mes gâteaux, décrits avec une révérence que je reconnaissais à peine. Ce que je n'ai pas vu, c'est Mélissa à la table de sa cuisine, lisant le même article. La lumière de la lampe frappait ses yeux avec quelque chose de vif. Elle a entouré des phrases avec un stylo rouge, des mots comme authentique et plein d'âme, comme s'ils étaient une monnaie. En face d'elle, David se frottait les tempes, marmonnant à propos de factures en retard. Mélissa a posé le journal à plat devant lui. « Tu vois ça ?» a-t-elle demandé. « Ta mère est devenue quelque chose, les gens la respectent maintenant. Et là où le respect afflue, l'argent suit. » David a secoué la tête, las. « Elle fait juste des gâteaux, Mélissa. » « C'est tout. » Oh, Mélissa s'est penchée, plus près, sa voix basse et urgente. « Non, pas juste des gâteaux. Elle construit de la valeur. Et si elle la construit seule, que nous arrive-t-il? Nous coulons. Si nous la prenons sous notre aile, si nous contrôlons ça, alors peut-être que nous survivrons. » Les mots n'étaient pas pure méchanceté. Ils étaient nés de la peur, de factures trop élevées, de l'accrochage désespéré de deux personnes qui sentaient l'eau monter au-dessus de leur tête. Mais le désespoir aiguise souvent la cupidité en quelque chose de plus froid. J'ai remarqué de petits changements dans les semaines qui ont suivi.
Mélissa a commencé à appeler plus souvent, son ton soudainement doux, me demandant comment j'allais, proposant de m'aider avec la gestion. David est passé, non pas avec Ethan, mais avec des questions sur mes ventes, mes commandes, combien d'argent il y avait dans le tiroir, qu'est-ce. J'ai essayé de répondre, gentiment, croyant qu'ils étaient enfin fiers de moi. Mais au fond de mon estomac, un malaise s'est installé comme une pâte non cuite. La nuit, je repassais leurs mots dans ma tête. Le sourire de Mélissa s'attardait trop longtemps sur l'article épinglé à mon réfrigérateur. La voix de David se tendait chaque fois qu'il parlait d'argent. Mon cœur voulait croire qu'il ne se souciait que de moi. Mais mes instincts me murmuraient le contraire. Un après-midi, alors que je disposais des cakes à la banane sur la grille de refroidissement, j'ai entendu Mélissa dans le jardin, sa voix vive, traversant la fenêtre ouverte. « Si ta mère a créé de la valeur, alors nous devons la sécuriser. Elle est de la famille. David, la famille n'exclut pas la famille. Nous avons besoin du contrôle avant que quelqu'un d'autre ne nous le prenne. » Ces mots m'ont piqué, non seulement pour ce qu'ils impliquaient, mais pour ce qu'ils révélaient. Je n'étais plus simplement une mère pour eux. J'étais devenue un atout, une ressource à exploiter, un filet de sécurité pour leur navire en perdition. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à regarder le plafond, me souvenant des années où David était un garçon, où je faisais des doubles journées pour payer ses chaussures d'école. J'ai pensé aux gâteaux que je faisais pour ses anniversaires, ceux qu'il dévorait avec du glaçage sur les joues. J'avais tout donné volontairement, sans rien demander en retour. Et maintenant, dans leur peur, mon fils et sa femme me tournaient autour, comme des créanciers eux-mêmes. Je pouvais presque comprendre leur panique. La dette est un maître cruel, mais la compréhension ne rendait pas leurs intentions moins dangereuses. Je me suis murmuré, comme pour rassembler mes forces. L'amour ne devra, toi, et jamais être tordu en propriété. Ce que j'ai construit de mes mains n'est pas à eux de le réclamer. Pourtant, je suis restée silencieuse. J'ai continué à faire des gâteaux, à sourire, à accueillir les clients avec chaleur. En apparence, rien n'avait changé. Mais à l'intérieur, je savais que des ombres étaient entrées dans ma maison. La chaleur de ma cuisine n'avait pas seulement attiré des amis et des voisins, mais aussi le regard de ceux qui partageaient mon sang. Un regard assombri par la peur, par le sentiment de droit, par la faim de survie à tout prix. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà affronté des tempêtes. Et même si je ne criais ni ne frappais, le silence lui-même peut être un mur plus solide que l'acier. Pour l'instant, je les laissais tourner en rond. Mais au fond de moi, je me préparais, car je sentais qu'une épreuve approchait. Une épreuve qui déciderait non seulement de l'avenir de ma cuisine, mais aussi de l'avenir de mon lien familial. C'était un samedi matin gris, lorsque David et Mélissa sont arrivés à l'improviste. Je venais de sortir une plaque de chaussons aux pommes du four, leur croûte dorée scintillant dans la douce lumière de la cuisine. La chaleur de la cannelle emplissait l'air. Mais quand ils sont entrés, la pièce est devenue plus froide. Mélissa portait un élégant dossier en cuir, ses talons claquant sèchement sur mon sol en linoléum usé. David suivait, son expression, fatigué mais déterminé. Ils ne se sont pas assis pour partager un café ou demander de mes nouvelles. Au lieu de cela, Mélissa a posé le dossier carrément sur ma table, écartant l'assiette de chaussons frais comme si la douceur n'avait pas sa place dans la conversation. « Hélène » commença-t-elle. Sa voix douce répétait. « Nous avons réfléchi. Tu as construit et quelque chose d'impressionnant. Les gens parlent de la cuisine d'Hélène, mais tu ne peux pas gérer ça toute seule pour toujours. Tu as besoin de structure.
Tu as besoin de la famille. » Ses doigts ont tapoté le dossier. « C'est pourquoi nous avons rédigé une proposition. 1. Contrat de franchise. Avec notre aide, nous pouvons transformer cela en quelque chose de national. Ton nom brillera et la famille aura enfin la stabilité qu'elle mérite. » J'ai regardé David, espérant trouver une trace du garçon que j'avais connu. Le garçon qui léchait le glaçage des fouets et riait jusqu'à en avoir mal aux joues. Mais ses yeux se sont détournés, incapables de rencontrer les miens. Il a simplement dit « Maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des pages, impeccables, remplies de termes juridiques que je comprenais à peine. Pour honte, une ligne se détachait comme une cicatrice. Poste, consultante en pâtisserie. Mon rôle réduit à une fonction. Pas propriétaire, pas fondatrice, pas même associée. Juste des mains dans la cuisine, travaillant silencieusement pendant que d'autres signaient des chèques et revendiquaient la vision. J'ai tracé les lettres du bout de mon doigt. L'encre était froide sous ma peau. Mon cœur a cogné alors qu'une pensée résonnait en moi. Une fois de plus, mon travail est censé sauver les autres. Une fois de plus, mon sacrifice est invisible. Mélissa s'est penchée en avant, son parfum piquant, ses mots plus vifs. Tu auras toujours le crédit. Bien sûr. Tu seras le visage, la douce histoire de grand-mère que tout le monde adore. Mais nous occuperons des finances, de la logistique. Tu te concentres simplement sur ce que tu sais bien faire, la pâtisserie. Le mot m'a piqué. La pâtisserie. Comme si les années de survie, d'élever David seul après la mort de son père, d'étirer chaque euro avec de la farine et du sucre, ne signifiait rien de plus qu'une paire de mains pétrissant la pâte. J'ai refermé lentement le dossier. Le silence s'est étiré. Je l'ai laissé respirer entre nous. Lourd, indéniable. Mon esprit était agité par des marées contradictoires. L'instinct de protéger mon fils de la noyade dans les dettes, la douleur de savoir que mon travail était présenté comme une bouée de sauvetage pour eux, et non comme un héritage qui m'était propre. David a finalement parlé, sa voix se brisant. « Maman, on se noie. Ce contrat, il pourrait nous sauver. Tu ne vois pas? Si tu signes, on peut tous s'en sortir ensemble. S'il te plaît. » Ces mots m'ont transpercé. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce qu'il révélait. Le désespoir dans ses os, la peur de l'échec rongeant sa fierté. Il était mon enfant, ma chair, et une partie de moi voulait se jeter à nouveau dans le feu pour le protéger. Mais une autre partie de moi a murmuré, ferme et claire, si je cède ma dignité. Maintenant, quelle leçon est-ce que j'enseigne? Qu'une mère est toujours une valeur négociable? Que l'amour signifie s'effacer pour que les autres puissent prospérer? J'ai baissé les yeux sur mes mains, ridées, tachées de farine, marquées par des années de sacrifice. Elles tremblaient légèrement alors que je les croisais sur la table. « David, ai-je dit doucement, te souviens-tu quand tu avais 8 ans et que je t'ai fait ce gâteau nuage de chocolat? Te souviens-tu comment tu as dit que c'était magique, que ça te faisait croire que les anniversaires pouvaient être plus joyeux même après la mort de ton père? » Il a cligné des yeux, son visage pâlissant. « Oui, je me souviens. » Ce gâteau n'était pas seulement du sucre et du cacao. C'était de l'espoir. Et l'espoir ne peut pas être franchisé. Il ne peut pas être réduit à un contrat où ta mère signe son âme. Ce que j'ai construit ici, je l'ai construit avec le deuil, avec l'amour, avec la foi que demain viendrait. Et je ne laisserai pas cela se transformer en chaînes, même si ces chaînes sont tenues par mon propre fils. La mâchoire de Mélissa s'est crispée. « Alors tu es prête à nous laisser couler? À regarder ta
famille à tout perdre pendant que tu joues à la noble? J'ai rencontré son regard, ma voix calme mais inflexible. Je suis prête à vous laisser mener vos propres batailles. Parce que l'amour n'est pas le contrôle et la famille n'est pas la propriété. Le silence qui a suivi était vif, presque assourdissant. Les yeux de David se sont remplis de larmes qu'il a refusé de laisser couler. Mélissa a refermé le dossier d'un coup sec, ses talons claquant à nouveau, alors qu'elle se levait. « C'est une erreur », a-t-elle sifflé, « une que tu regretteras. » Ils ont laissé les chaussons aux pommes intacts sur la table. La porte s'est refermée et je suis restée seule, la poitrine lourde mais étrangement plus légère. Pour la première fois, j'avais tracé une limite, non pas avec colère, mais avec une résolution tranquille. J'ai murmuré dans la cuisine vide, à moi-même, autant qu'aux fantômes du passé. Je ne signerai pas ma valeur, pas encore. Il faisait encore matin quand le calme était revenu dans ma cuisine. La cannelle et les pommes parfumaient l'air. Le dossier était parti, mais la question demeurait dure comme une pierre dans ma poitrine. Allais-je plier à nouveau? Échangerais-je mon nom contre leur sauvetage, comme j'avais échangé mon sommeil et mes années avant, même qu'ils sachent ce que cela coûtait? Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai préparé du thé. J'ai écrit dans mon carnet. J'ai aligné les commandes pour la semaine afin que le matin ne s'effondre pas dans le doute. Juste avant l'aube, Mélissa m'a envoyé un texto pour dire qu'un notaire pouvait nous rencontrer à midi. J'ai répondu avec 4 mots. Venez à ma cuisine. S'il devait y avoir une réponse, elle serait donnée sur mon terrain. Ils sont arrivés exactement à midi, ponctuels comme la peur. Mélissa portait un blazer de la couleur de l'argent et a posé un nouveau dossier sur la table. David tenait un stylo, comme si son éclat pouvait fabriquer le consentement. J'ai disposé une assiette et 2 serviettes. Je n'ai pas mis de fourchette. La fenêtre était ouverte. L'air printanier faisait bouger le rideau. Mon carnet de recettes reposait à côté de la salière. La page était marquée d'un ruban, celle qui disait « Nuage de chocolat pour David, 8 ans ». « Maman », commença David, plus doucement qu'hier, « on peut te tenir à l'écart des parties difficiles. On s'occupera de tout. » Mélissa a glissé le contrat vers moi. Ses ongles ont tapoté 1 fois, 2 fois. « Tout ce que tu as à faire, c'est signer, » a-t-elle dit. « Tu reçois une allocation. » Nous prenons le risque. Le risque? Le mot avait un goût de métal. Je me suis souvenu des mois de double journée de travail. L'hiver où les pieds de David avaient grandi plus vite que ses chaussures. Et où j'avais découpé du carton pour le mettre à l'intérieur. Personne n'a pris le risque. Alors je l'ai fait. Le souvenir a raffermi mes mains. J'ai pris le stylo. Son poids m'a surprise. Je l'ai positionné au-dessus de la ligne de signature et j'ai regardé la petite flaque d'encre se former à la pointe. Mon reflet dans la bouilloire en inox semblait plus vieux que je ne me sentais. Un souffle m'a traversé. Ce n'était ni de la bravade, ni de la colère, simplement la gravité qui retrouvait sa place. J'ai posé le stylo. Le clic contre la table a sonné comme une cloche. Mélissa a pris une inspiration pour parler, mais j'ai levé doucement la paume, comme je le faisais pour calmer une salle de classe. Je me suis levée de ma chaise. Ma voix était calme, posée, ancrée. J'ai été le fondement de cette famille, mais cette fois, je garde le fondement pour moi. Aucune dispute n'a suivi. Je n'ai pas énuméré les nuits où j'étais restée éveillée, ou les factures que j'avais payées. Je n'ai pas catalogué les blessures, ni mendié la compréhension. J'ai repoussé le dossier vers Mélissa avec 2 doigts, puis j'ai fermé mon carnet et j'ai noué le ruban. J'ai essuyé la table. Je suis allée à la fenêtre et je l'ai
fermée. Elle, à pièce, retenait son souffle. Le pouvoir ne ressemblait pas au tonnerre. Il se déplaçait silencieusement et profondément en moi. C'était comme choisir où placer mon silence. Les yeux de David sont devenus vitreux. L'enfance a vacillé sur son visage et a disparu. « Maman !» a-t-il dit, un seul mot tendant vers l'excuse. Je l'ai laissé tomber entre nous. La bouche de Mélissa s'est crispée. Sa voix était calme. « Tu fais une erreur ?» a-t-elle dit. « Quand les factures arriveront, souviens-toi de ce moment. » J'ai hoché la tête une fois, courtoise comme une hôtesse qui met fin à une visite. « Merci d'être venue. » ai-je dit. « Je dois livrer une commande. » J'ai soulevé une boîte de pâtisserie du comptoir. Le couvercle était bien ajusté, la ficelle nouée en un nœud carré. Je me suis dirigée vers la porte de derrière. Le soleil tirait sur les marches. Quelque part, un enfant riait. Je suis ça, ortie dans la lumière. Derrière moi, des chaises ont gratté. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée. La maison s'est calmée. Seul le tic-tac de l'horloge et le faible sifflement du métal en refroidissement subsistaient. Sur le porche, j'ai fait une pause pour respirer. L'air sentait l'herbe coupée et le sucre chaud. Je me suis souvenu des mains de mon mari construisant notre première étagère. Il disait « Une fondation est faite pour supporter du poids, pas pour disparaître. » Pendant des années, j'avais confondu disparaître avec aimer. Aujourd'hui, j'ai appris la différence. J'ai descendu les marches avec la boîte et j'ai marché sur le trottoir, chaque pas étant un petit vœu. Je n'utiliserai pas mon amour comme une arme. Je ne le céderai pas. Ma cuisine resterait la mienne, petite, honnête, payer un gâteau à la fois. Si un sauvetage était nécessaire, il ne serait pas à jeter avec mon nom. Au coin de la rue, je me suis retournée. Le rideau de dentelle a bougé. J'ai senti la peur se défaire fil par fil. Puis, j'ai continué à marcher, stable comme un métronome, vers une porte qui s'ouvrirait sans la permission de personne d'autre. La première semaine après le refus du contrat, le monde semblait à la fois plus léger et plus solitaire. Ma cuisine bourdonnait comme d'habitude. Les batteurs tournaient, les fours soupiraient. Mais en moi, il y avait une quiétude, le silence qui suit une tempête. Les clients continuaient de venir, attirés par les murmures du bouche à oreille, par l'odeur qui se faufilait dans la rue. Pourtant, mon cœur attendait quelque chose que je ne pouvais nommer. Jusqu'à ce qu'un samedi matin, la cloche au-dessus de la porte sonne à un rythme particulier qui m'a fait me retourner immédiatement. C'était Ethan. Ses cheveux étaient en désordre, coma, ses joues rougies par le vent printanier. Dans ses mains, il serrait le carnet de recettes usé, le ruban marquant une page qui avait été ouverte et fermée trop de fois. Il l'a posée soigneusement sur le comptoir comme s'il déposait un trésor. « Mamie », a-t-il dit, sa voix portant à la fois un respect timide et une joie secrète. « On peut faire un gâteau aujourd'hui, juste nous deux. » J'ai hoché la tête. Nous avons noué nos tabliers, le sien, petit, imprimé d'ours saupoudrés de farine, le mien effiloché au bord par des décennies de lavage. Il a ouvert le carnet à la page qu'il avait mémorisée. Son doigt a tracé l'encre, estompée. « Regarde !» ça dit. Farine, œufs, beurre. Il a fait une pause, souriant aux mots qui semblaient déplacés. « Amour, mamie, tu as vraiment écrit ça ?» J'ai senti un sourire s'épanouir, chaud comme la lumière du soleil. « Oui, Ethan, je l'ai écrit quand ton père avait juste ton âge, parce que sans amour, le gâteau s'effondre. C'est le seul ingrédient que tu ne peux pas oublier. »
Il l'a relu, plus lentement cette fois, comme s'il le gravait dans son cœur. Farine, œufs, beurre, amour. Sa voix portait le rythme d'une promesse. Un écho thématique. Les mots avaient attendu des décennies pour être prononcés à voix haute par quelqu'un qui les transmettrait. Nous avons commencé à mesurer. Ses petites mains, tremblantes en cassant les œufs. Les coquilles se sont brisées de manière inégale, mais son rire a rempli la pièce. « Ne t'inquiète pas », ai-je dit. L'imperfection, c'est aussi une saveur. Il a tamisé la farine, la poussière s'élevant comme une chute de neige, atterrissant sur son nez. Je l'ai essuyé doucement, me souvenant de l'époque où David se tenait au même endroit, les yeux grands ouverts, avide d'apprendre. Pendant un instant, le passé et le présent se sont superposés, et la douleur du rejet s'est adoucie en une continuité. Alors que la pâte prenait forme, Ethan a remué avec un soin surprenant. « Mamie » a-t-il demandé, « je pourrais écrire ma propre recette un jour? Je pourrais y mettre mon propre mot secret ?» Ses yeux brillaient de l'étincelle d'un avenir encore à écrire. « Tu le dois » ai-je répondu. « Chaque pâtissier laisse une empreinte. Chaque génération écrit sa propre saveur. C'est ainsi que l'amour voyage. » La porte du four s'est refermée avec un bruit sourd. La chaleur a enveloppé la cuisine comme une étreinte. Pendant que nous attendions, Ethan s'est appuyé contre moi, feuilletant les pages du carnet. Il a lu les noms inscrits à côté des gâteaux. Le 8e anniversaire de David, la retraite de mon mari, la kermesse de l'église. « Mamie, c'est comme des histoires, » a-t-il dit. « C'est comme le livre de notes, refamille. » J'ai dégluti, doucement, le nœud dans ma gorge se desserrant. « Oui, Ethan. Des histoires que tu peux manger. Des histoires qui nous maintiennent en vie quand le monde oublie. » La minuterie a sonné. Nous avons sorti le gâteau. Doré, parfumé, délicat. Ethan en a coupé un coin avant qu'il ne refroidisse, riant lorsque la vapeur a embrassé ses doigts. Il a soufflé, puis a goûté. Ses yeux se sont écarquillés. Il les a fermés, savourant. « Ça » a-t-il murmuré. « C'est meilleur que n'importe quel autre gâteau, à cause de l'amour. » Les mots m'ont transpercé d'une puissance tranquille. Le rejet à la porte de Mélissa, l'insulte silencieuse de cet anniversaire, tout s'est estompé sous la vérité de l'affirmation de ce petit garçon. Le traumatisme générationnel avait tenté de m'effacer. Mais ici, à côté de cet enfant, la guérison avait pris racine. Il n'avait pas seulement mangé le gâteau, il en avait goûté la leçon. Il a léché le glaçage de son pouce et m'a regardé avec un sérieux soudain. « Mamie, quand je serai grand, je garderai ton livre. Je ferai tes gâteaux. J'écrirai toujours. Amour dans la recette. Je te le promets. » J'ai touché ses cheveux, la douceur me rappelant les boucles de David, il y a longtemps. Ma voix a tremblé, mais elle est restée ferme. Alors je ne serai jamais seule, et toi non plus. Nous avons emballé le gâteau, noué la ficelle et livré des tranches aux voisins. Ethan portait fièrement les boîtes, répétant la liste sous son souffle comme une écriture sainte. Farine, œufs, beurre, amour. Chaque répétition n'était pas seulement un écho, mais un serment. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise près de la fenêtre avec un thé. Les rues se sont calmées, les lumières de la cuisine se sont atténuées. J'ai ouvert le carnet une fois, is de plus, écrivant, d'une main délibérée sous l'ancienne ligne. La promesse d'Ethan, l'amour continuera. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la dernière page d'une histoire. Je me sentais comme le prologue d'une histoire encore à écrire. Ma cuisine, mon carnet,
le vœu de mon petit-fils, tous des fils se tissant vers l'avant. Le monde avait essayé de me dire que mon gâteau n'était pas réel, que ma vie était superflue, que mon amour était démodé. Mais Ethan, avec une simple phrase, avait restauré la vérité. Farine, œufs, beurre, amour. Dans cette séquence vivait non seulement une recette, mais une lignée. Et avec elle, je savais que la fondation que j'avais choisi de garder pour moi avait déjà commencé à en abriter une autre. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Pour une fois, non pas avec la lassitude de la survie, mais avec la paix de la continua. Yon, les jours qui ont suivi m'ont donné l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle saison. J'avais vécu assez longtemps pour voir des hivers de deuil, des printemps de petits commencements et des étés d'amour qui se fanaient parfois en automne. Pourtant, c'était différent. Cela ressemblait à une renaissance. Ma pâtisserie, autrefois un simple rêve, griffonnée dans un carnet usé, prenait lentement forme avec l'aide de 2 personnes qui m'avaient vu pour qui j'étais quand ma propre famille n'en était pas capable. Thomas Verdier arrivait chaque matin avec une pile de papier sous le bras, ses lunettes glissant sur son nez marmonnant à propos de gros titres et de critiques gastronomiques qui lui devaient des faveurs. « Nous n'ouvrons pas seulement une pâtisserie, » m'a-t-il dit avec un sourire. « Nous ouvrons une histoire, et les gens ont faim de quelque chose de vrai. » Ces paroles étaient empreintes de conviction, mais plus que ça, elles témoignaient de sa foi en moi. Oh, n'avait pas cru en moi de cette façon depuis des décennies. Rachel venait avec sa petite, fille en écharpe, portant des pots de fleurs et des rouleaux de tissu. Chaque pâtisserie devrait ressembler à une maison, insistait-elle, plaçant des marguerites dans de vieilles bouteilles de lait. Les gens entreront pour vos gâteaux, mais ils resteront parce qu'ils sentiront votre cœur dans la pièce. Elle a peint les murs de couleur crème douce, suspendu des rideaux qui dansaient dans la brise, et m'a persuadée de choisir des lampes dorées qui déversaient une lumière chaude sur les comptoirs en bois. Ensemble, nous 3, nous travaillions comme si nous tissions des fils de tissu différents. Je m'occupais des fours, mes mains stabilisant les plaques de nuages au chocolat, de cake au citron et de tartes et aux pommes. Rachel arrangeait la devanture, équilibrant la simplicité et la chaleur. Thomas griffonnait des notes pour un article qu'il avait promis de publier, sa plume courant, plus vite que ses mots. Un soir, après que le soleil se soit glissé derrière les toits, j'ai allumé les lampes que Rachel avait choisies, leur lueur dorée enveloppant la pâtisserie dans un silence paisible. L'odeur de pain frais et de cannelle flottait dans l'air, se mêlant à la douce senteur de la crème au beurre. Debout là, le tablier saupoudré de farine, j'avais l'impression de me tenir à l'intérieur de mon propre cœur, reconstruit et vibrant de vie. Thomas s'est appuyé contre le comptoir, goûtant une tranche de génoise. « Vous savez, Hélène, » a-t-il dit, entre 2 bouchées, il ne s'agit pas seulement de gâteaux. Il s'agit de permettre aux gens de se souvenir que l'honnêteté peut encore avoir un goût sucré. La France a faim de quelque chose comme ça. Et vous leur donnez la vérité à manger. Rachel a hoché la tête, tenant sa fille près d'elle. Quand je mange votre gâteau, Hélène, je me sens en sécurité. Ma petite fille grandira en se souvenant de cet endroit. Voyez-vous ce que vous avez créé? J'ai regardé autour de moi. Des étagères en bois remplies de pots de confiture, des rubans noués autour de sacs de biscuits, et au centre, un comptoir portant la première commande terminée, un gâteau nuage au chocolat pour la collecte de fonds de l'église. L'air vibrait d'une promesse tranquille. Pendant des années, on m'avait dit que j'étais trop vieille, trop inutile, trop un fardeau. Pourtant,
ici, dans la lumière dorée. Je voyais la preuve que mes meilleures années n'avaient pas été volées. Elles n'avaient fait qu'attendre. J'ai pensé à David et Mélissa, à leur contrat laissé non-ci, gnaie sur ma table. Pendant une seconde fugace, la douleur m'a serré la poitrine. Mais je me suis souvenu du vœu d'Ethan, de la façon dont sa jeune voix avait porté mes mots vers l'avenir. Farine, œufs, beurre, amour. Il l'avait promis, et dans cette promesse, la blessure a commencé à se refermer. La pâtisserie n'était pas un monument au rejet, mais un témoignage de survie. C'était une rébellion silencieuse contre le fait d'être réduite au silence. C'était un sanctuaire où chaque tranche portait non seulement de la saveur, mais aussi de la mémoire. La veille, de l'ouverture, nous nous sommes assis ensemble à l'une des petites tables rondes, sirotant un thé tandis que les lampes brillaient doucement. La fille de Rachel dormait dans ses bras. Thomas tapotait son stylo contre son carnet, fredonnant d'anticipation. J'ai joint les mains et j'ai murmuré une prière de gratitude. Non seulement thé pour la pâtisserie, mais pour la famille improbable qui s'était formée autour de moi. « Vous savez, » ai-je dit doucement, « cette pâtisserie n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux à qui on a dit un jour que leur amour n'était pas suffisant. Chaque pain, chaque gâteau, chaque biscuit, chacun dit le contraire. » Rachel a tendu la main sur la table, serrant la mienne. « Alors, assurons-nous qu'ils l'entendent. » Et pour la première fois depuis tant d'années, j'ai senti que je ne me contentais pas de survivre au monde. Je le façonnais, une recette à la fois, une lueur de lumière dorée, un acte d'amour cuit dans le pain. Quand j'ai éteint les lampes cette nuit-là, l'odeur de gâteau frais persistait encore. La pâtisserie attendait dans le noir, mais elle ne semblait plus vide. Elle semblait vivante, prête à accueillir le monde à l'aube. La pâtisserie sentait le sucre et l'espoir ce matin-là. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, attrapant des paillettes de farine qui flottaient encore dans l'air après les premières heures de pétrissage. Je venais de finir de glacer le dernier gâteau nuage au chocolat lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai regardé l'écran. C'était un message de Mélissa. Pendant une longue seconde, je suis restée à le fixer. Le souvenir de sa voix à la porte, vive et dédaigneuse. « Nous en avons déjà commandé un vrai », résonnait encore en moi comme une vieille ecchymose. Je me demandais si l'ouverture de ce message appuierait plus profondément sur cette meurtrissure, ou si, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait commencer à guérir. J'ai touché l'écran. Ces mots sont apparus, hésitants et si différents de sa certitude habituelle. « Je suis désolée, Hélène. » Aie mal parlé à propos du gâteau. Ce n'était pas juste. Si tu ouvres, vraiment laisse-moi t'aider. Je peux porter des plateaux ou servir le café. Pas besoin de mettre mon nom où que ce soit. Je veux juste être là. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Ma poitrine s'est resserrée. Le regret se présente rarement vêtu d'humilité. Mais le sien était au moins un petit pas dans cette direction. J'ai senti l'amertume monter, puis s'adoucir en quelque chose de plus calme, de plus proche de la libération. J'ai posé le téléphone à côté, du bol à mélanger. Mon premier instinct a été le silence. Mais j'ai pensé à Ethan, à ses petites mains traçant la recette dans mon carnet, à ses yeux brillants de confiance. Si je répondais avec colère, qu'est-ce que je lui apprendrais? Alors j'ai tapé lentement, laissant chaque mot peser dans mon cœur avant d'appuyer sur « envoyer ». « Mélissa, j'entends tes « excuses » et je ne te mettrai pas à la porte. Mais je n'ai pas besoin que tu serves. Viens en tant qu'invité. Assieds-toi, mange une part de gâteau et laissons le temps faire son œuvre. Ce sera suffisant.
J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai expiré. Ce message n'était ni une reddition, ni une vengeance. C'était une frontière, une ligne calme et stable entre la blessure passée et la dignité présente. Le reste de la matinée, je me suis perdue dans le rythme de la pâtisserie. Les bols cliquetaient doucement, les fouets ronronnaient contre le métal, et le four émettait un tic-tac en chauffant. Rachel est arrivée avec des fleurs fraîches, les disposant dans des pots près des fenêtres. Thomas est entré précipitamment avec un journal plié sous le bras, déclarant « Ton histoire est sortie aujourd'hui, Hélène. Les gens la liront avant le petit déjeuner. » Son excitation a illuminé la pièce. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était encore fixé sur l'image de Mélissa lisant ma réponse. Comprendrait-elle l'invitation pour ce qu'elle était? Non pas une porte grande ouverte, mais un siège offert à la table si elle choisissait de s'asseoir sans exiger le contrôle. À midi, la pâtisserie rayonnait. Des lampes dorées déversaient leur chaleur sur des comptoirs polis. Les gâteaux s'alignaient sur les étagères, chacun étiqueté d'une écriture soignée. Cake au citron, gâteau aux pommes et à la cannelle, nuages au chocolat. La cloche au-dessus de la porte a tintéant, alors que nos premiers clients entraient. Des voisins, des amis, une enseignante de la rue. D'à côté, leurs rires ont rempli la pièce comme une musique. Au milieu de l'agitation, je me suis surprise à jeter un coup d'œil à la porte. Une partie de moi se demandait si Mélissa apparaîtrait. Une partie de moi l'espérait. Et trois parties, celles que j'avais appris à écouter, savaient que je pouvais continuer. Qu'elles viennent ou non. 1 heure après l'ouverture, alors que Rachel servait le café et que Thomas expliquait l'histoire derrière notre nom, la cloche a de nouveau tinté. Elle était là, Mélissa, les cheveux tirés en arrière, les yeux scrutateurs. Elle ne tenait ni plateau, ni paperasse, juste son sac à main et un sourire hésitant. J'ai senti la pièce se calmer légèrement, comme si tout le monde sentait le poids de son arrivée. Elle s'est dirigée vers le comptoir, a fait une pause et a dit doucement « Une part de nuage au chocolat, s'il vous plaît. » J'ai coupé la part moi-même, la posant sur une assiette. Je l'ai glissée vers elle, nos yeux ne se croisant que brièvement. Elle l'a prise, a murmuré un léger « merci » et a trouvé une place près du fond. Je ne me suis pas précipitée à sa table. Je n'ai pas demandé plus de mots. Au lieu de cela, je suis retournée à mon four, au travail constant d'amour et de farine. Pourtant, à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore. Mais ce n'était pas la guerre non plus. La pâtisserie continuait de bourdonner. Ethan est entré en courant après l'école, se dirigeant droit vers moi avec une excitation saupoudrée de farine. Rachel riait avec les clients. Thomas esquissait des idées pour notre prochain titre. Et à la table du fond, Mélissa mangeait en silence, goûtant peut-être non seulement le sucre et le chocolat, mais aussi la patience qu'elle avait failli briser et la résilience qu'elle ne pourrait jamais effacer. Quand les lampes ont de nouveau brillé ce soir-là, j'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai regardé autour de la pâtisserie. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne tourne, et plus autour de la tentative de gagner une place aux yeux de ma famille. J'avais construit un endroit où les gens pouvaient simplement venir et être nourris de nourriture, de chaleur, de vérité. La part de gâteau de Mélissa avait disparu. Sa chaise était vide. Mais je savais que mon message avait été délivré plus clairement que n'importe quel mot. La pâtisserie n'avait pas été construite pour me prouver quelque chose à elle. Elle avait été construite parce que je m'étais enfin choisie. Cette nuit-là, en lavant le dernier plat, j'ai murmuré une phrase qui m'avait portée à travers les tempêtes et les moments de calme.
l'amour ne signifie pas toujours revenir. Parfois, il signifie lâcher prise et faire confiance au temps pour achever ce que nous ne pouvons pas. Le matin de notre ouverture officielle ne ressemblait à aucun autre matin de ma vie. Je me suis réveillée avant l'aube, nouant mon tablier avec des mains fermes qui ne tremblaient pas de faiblesse, mais du poids de ce que cette journée signifiait. La cuisine d'Hélène n'était plus une idée murmurée autour de tasses de thé tardives ou griffonnée dans les marges de vieilles fiches de recettes. Elle existait en briques et en mortier. Les fenêtres polies jusqu'à main brillaient, les étagères garnies de gâteaux qui portaient mon histoire dans chaque couche. À 8 heures, les premiers clients ont commencé à se rassembler dehors. J'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau et j'ai vu des visages familiers. Des voisins qui m'avaient autrefois offert un mot gentil quand je portais seul mes courses. Des enseignants qui avaient loué le sourire d'Ethan. Même la femme du pasteur tenant un panier de fleurs. Ils souriaient tous, attendant, leur souffle formant de la buée dans l'air matinal. Quand Thomas a déverrouillé la porte, le rires ont afflué avec eux. Rachel s'est précipitée pour accueillir les gens, plaçant de petits bouquets sur les tables, sa petite fille tirant sur sa jupe avec délice. Je me tenais derrière le comptoir, mon cœur battant la chamade, alors que la cloche au-dessus de la porte tintait encore et encore. Les pieds traînaient sur le sol carrelé. Les voix s'élevaient en conversation, et pour la première fois depuis de nombreuses années, le son de l'appartenance remplissait mes oreilles. Le four a émis un ting aigu, ce carillon métallique brillant qui était devenu mon compagnon. J'ai enfilé mes maniques et j'ai sorti une plaque de viennoiserie dorée, la vapeur s'élevant en ruban. La foule s'est penchée en avant, murmurant d'anticipation. Je les ai posées sur le comptoir, j'en ai coupé une, et l'odeur de beurre et de cannelle s'est répandue dans la pièce comme un hymne. Quelqu'un, à chuchote, ça sent la maison. Et les mots se sont enracinés profondément en moi. J'ai regardé mes mains saupoudrées de farine, les lignes creusées par l'âge, mais fermes dans leur dessin. Pendant si longtemps, j'avais pensé que ces mains n'avaient leur place que dans l'ombre des célébrations des autres. Aujourd'hui, elles construisaient la célébration. Aujourd'hui, elles offraient de la joie au lieu d'attendre qu'on la leur demande. Le rire de Rachel a retenti dans la pièce alors qu'elle versait du café, et Thomas s'affairait près de la caisse, expliquant déjà à un journaliste notre vision. Mais je suis restée immobile un instant, à écouter. Chaque cliquetis de tasse, chaque note de conversation, chaque bouchée prise, tout cela était la preuve que les années de silence n'avaient pas été vaines. Elle m'avait préparée à ce son, le son d'une vie ressuscitée. Mélissa n'était pas venue ce matin-là. J'ai remarqué son absence, mais cela ne me faisait plus mal comme avant. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur Ethan, qui a tiré sur ma manche et a demandé « Mamie, je peux prendre un des biscuits pour ma maîtresse ?» Ses yeux avaient la même étincelle qui appartenait autrefois à David à son âge. J'ai hoché la tête, lui tendant un petit sac. En le regardant sautiller vers la porte, j'ai réalisé que l'avenir ne se construisait pas dans les excuses ou les regrets. Il se construisait dans des gestes d'amour répétés encore et encore, comme une recette perfectionnée au fil du temps. Au fil des heures, de plus en plus de gens affluaient, certains que je n'avais jamais rencontrés. Ils avaient lu l'article de Thomas ou entendu des chuchotements d'amis. Nous voulions voir l'endroit où l'on dit que les gâteaux ont une âme, m'a dit un homme avec un grand sourire. J'ai rougi, peu habitué aux compliments, mais je les remerciais. Mes gâteaux n'avaient pas de magie. Ils avaient de la mémoire.
Ils avaient la force d'une femme qui avait choisi de continuer à aimer même lorsque l'amour était rejeté à la porte, tard dans l'après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres. Je me suis appuyée contre le comptoir. Mon corps était endolori par les longues heures, mais mon esprit était léger. J'ai jeté un coup d'œil au vieux livre de recettes tachées, posé sur une étagère, ses pages se recourbant, l'encre estompée. C'était plus qu'un livre. C'était l'écho de mon parcours, le rappel que chaque ligne écrite avec du beurre et du sucre m'avait mené jusqu'ici. Le four a de nouveau sonné, et j'ai souri. Ce son, qui résonnait autrefois dans une cuisine silencieuse, où j'étais seule, carillonnait maintenant dans une pièce vivante de voix, de rires et de vers qui tintent. Ce n'était plus seulement une cloche, c'était un battement de cœur, régulier et vrai. J'ai relevé la tête, redressé les épaules, et j'ai laissé la scène m'envahir. Une pâtisserie remplie de voisins, l'odeur de pain, frais dans l'air, la chaleur de la communauté tissée dans chaque recoin. Je n'étais pas oubliée. Je n'étais pas invisible. J'étais là, vivante, offrant ce que j'avais toujours porté silencieusement en moi. L'amour mesuré en tasses de farine, livré en parts de gâteau. Ce soir-là, lorsque le dernier client a fait un signe d'au revoir et que la cloche a tinté une dernière fois, j'ai éteint les lumières et je suis restée dans la lueur dorée du crépuscule. La cuisine d'Hélène avait ouvert ses portes, mais plus importante encore, j'avais ouvert les miennes assez grands pour que la vie puisse y entrer à nouveau. Cette nuit-là, lorsque la boutique est enfin tombée dans le silence, je me suis assise à la table en bois usée de l'arrière-salle, avec pour seule compagnie le bourdonnement du réfrigérateur. La dernière lueur du lampadaire filtrait à travers les stores, peignant des rayures pâles sur mon carnet de recettes. Mes mains, fatiguées mais fermes, se sont ouvertes à la page qui avait tout commencé. La vieille encre disait « Nuage de chocolat pour David, 8 ans ». Les coins étaient tachés de farine. L'écriture était estompée par des années de contact. J'ai pris mon stylo et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ajouté une nouvelle ligne en dessous. Nuage de chocolat, version d'éthane. Ajouter une cuillère à soupe de courage. Les mots sont restés sur la page, brillants presque comme si le papier lui-même reconnaissait le poids de cet ajout. Le courage. C'est ce qui m'avait porté du seuil, où une porte s'était claquée à mon nez jusqu'à cette cuisine où les cloches sonnaient, maintenant en signe de bienvenue. Le courage, c'est ce qui m'a permis de refuser un contrat destiné à me dépouiller de ma valeur. Le courage, c'est ce qui a guidé ma main ce soir, ferme et sûre, alors que je revendiquais ce chapitre non seulement pour mon petit-fils, mais pour moi-même. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Mes pensées ont vagabondé jusqu'à la première fois que j'ai fait ce gâteau, quand David était un petit garçon et que nous n'avions que notre chagrin après la mort de son père. Cette douceur nous avait aidés à traverser les nuits où le silence était trop lourd et l'argent trop rare. Maintenant, tant d'années plus tard, la même recette était devenue un pont vers Ethan et, au-delà de lui, vers tous ceux qui goûtaient une part et disaient que cela ressemblait à la maison. Pendant des décennies, j'ai pensé que mon identité n'était liée qu'à des rôles. Épouse, mère, grand-mère. Chaque rôle était précieux. Pourtant, chacun venait avec des attentes, avec des sacrifices qui engloutissaient mon nom. Mais ce soir, alors que l'odeur des pâtisseries refroidissant flottait dans ma petite boutique, j'ai compris quelque chose de plus profond. Je ne suis pas seulement la somme de ce que je donne aux autres. Je ne suis pas seulement les bras qui tiennent, les mains qui pétrissent ou le cœur qui ploie. Je suis une femme qui a vécu, qui a aimé,
qui a enduré et qui s'est relevé. Je me le suis murmuré, doucement au début, puis avec force. Je suis Hélène. Le nom me semblait inconnu, comme si je me rencontrais pour la première fois. Pas seulement mamie Hélène, pas seulement maman, simplement Hélène, entière, imparfaite, résiliente, vivante. Dans le silence, j'ai repensé au message de Mélissa. Ces mots d'excuse persista, notés dans ma poche. Il fut un temps où je m'y serais accrochée, les aurais disséqués, aurais supplié pour plus. Mais pas ce soir. Ce soir, le pardon n'avait pas besoin d'être bruyant, ni d'être immédiat. Les limites aussi pouvaient coexister avec l'amour. C'était la leçon que l'âge m'avait enfin offerte. La sagesse de choisir la présence sans la reddition. La compassion sans l'effacement. Sur le comptoir se trouvait le dessin griffonné d'Ethan. Un gâteau de travers avec les mots « Celui de mamie est le meilleur ». Je l'ai tracé du doigt et les larmes me sont montées aux yeux. Pas des larmes de chagrin mais de gratitude. Le garçon me voyait et cela suffisait. La génération suivante ne se souviendrait pas de la porte claquée, ni du rejet brutal, mais du courage mélangé dans un bol et cuit jusqu'à ce qu'il soit doré. Je me suis levée, j'ai fermé le carnet de recettes et je l'ai placé soigneusement dans la boîte en fer blanc qui avait conservé mes souvenirs pendant si longtemps. Elle ne ressemblait plus à un cercueil pour des rêves oubliés. Elle ressemblait à un coffre au trésor, prêt à être transmis quand Ethan serait assez grand pour le porter. En entrant dans la salle principale, j'ai regardé la petite pâtisserie baignée d'une chaude lumière de lampe. Les chaises étaient vides maintenant, des miettes encore éparpillées sur les assiettes. L'air toujours épais de vanille et de cannelle. C'était à moi, non seulement en termes de propriété, mais en esprit. Cet espace racontait mon histoire. Et dans chaque pain, chaque tarte, chaque gâteau glacé, les gens goûteraient plus que du sucre. Ils goûteraient-ils la survie, la dignité, l'espoir. J'ai éteint les lumières une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que la lueur au-dessus du comptoir. Mon reflet est apparu, faiblement dans la paix, porte vitrée, plus âgée, marquée par les années, mais au regard stable. Pour la première fois, je n'ai pas vu d'absence dans ses yeux. J'ai vu la plénitude. En sortant, j'ai verrouillé doucement la porte et j'ai posé ma main sur le bois, tout comme je l'avais fait autrefois chez David, quand la porte m'avait exclu. Seulement cette fois, je ne l'ai pas retirée avec honte. J'ai laissé ma paume reposer là, avec fierté. Cette porte s'est ouverte à moi parce que je l'avais ouverte pour moi-même. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai senti l'univers expirer avec moi. La rue était calme, les étoiles dispersées dans le ciel. Je ne portais aucune amertume, seulement la certitude tranquille que mon histoire avait retrouvé son rythme. Demain, il y aurait plus de pâtisserie, plus de rire, plus de vie. Et si jamais quelqu'un me demandait qui j'étais, je n'hésiterais pas, ni ne me cacherais d'air. Première, un rôle. Je sourirais, la farine saupoudrant encore le bout de mes doigts, et je dirais avec tout le courage que j'avais ajouté à cette recette. Je suis Hélène Lambert. Je m'appelle Hélène Lambert. Et si vous avez marché avec moi jusqu'ici, vous connaissez déjà l'histoire de mon gâteau, de ma famille, de mon silence et de ma redécouverte de qui je suis. Aujourd'hui, assise ici dans ma petite pâtisserie, l'enseigne à l'extérieur brillant, doucement avec les mots « La cuisine d'Hélène ». Je me retrouve à tenir une tasse de thé, regardant la fenêtre s'embuer légèrement avec la chaleur de l'intérieur. Derrière la vitre, je vois Ethan, mon doux petit-fils, partageant des parts de gâteau au chocolat avec ses amis. Leur rire s'élève dans l'air, comme une musique,
remplissant la boutique d'un rythme bien plus joyeux que tout ce que j'aurais pu imaginer en ce sombre après-midi. « Danny !» versèrent où Mélissa m'a fermé la porte au nez. Je me souviens si clairement de ce moment, mes mains agrippant la boîte, mon cœur se vidant alors que ces mots résonnaient. Nous en avons déjà commandé un vrai. À ce moment-là, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais, que je ne trouverais jamais un endroit où mon amour pourrait se poser. Mais me voici, des mois plus tard, entourée de l'odeur de pain frais et de sucre, du tintement, des tasses latées et du son du rire d'Ethan. Je n'ai pas perdu ma place. J'en ai créé une, et, en la créant, je me suis retrouvée. Maintenant, je veux me tourner vers vous, celui ou celle qui écoute ma voix. Dites-moi honnêtement, pensez-vous que j'ai été trop dure ce jour-là? Quand je me tenais sur ce porche, aurais-je dû frapper à nouveau? Plaider pour entrer? Supplier d'être admise à une célébration dont j'avais déjà été exclue? Ou mon silence a-t-il été plus fort que tous les mots que j'aurais pu dire? Je me demande souvent si mon choix a semblé froid de l'extérieur. Mais je sais au plus profond de mon cœur que c'est le moment où j'ai cessé de me diminuer pour les autres. C'est le moment où j'ai tracé la ligne et décidé que je ne serais pas effacée. Et peut-être, juste peut-être, vous êtes-vous aussi retrouvés devant une porte fermée. Peut-être avez-vous aussi tenu quelque chose de précieux entre vos mains pour vous entendre dire que ce n'était pas suffisant. Si c'est le cas, alors vous savez que le silence peut parfois être la réponse la plus forte de toutes. C'est pourquoi je veux que vous me disiez, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous frappé à nouveau, ou vous seriez-vous détourné comme je l'ai fait? Partagez vos pensées, car cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle pourrait être la vôtre, ou celle de quiconque a déjà été mis de côté et a dû choisir la dignité plutôt que l'approbation. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais aussi savoir autre chose. D'où regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse? Café chaud à vos côtés alors que le soleil se déverse sur votre table? Ou est-ce tard dans la nuit, quand des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie pendant que vous réfléchissez à votre propre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux et chaque mot est reçu avec gratitude. Et si mon parcours vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un fil de reconnaissance dans mon silence ou mon courage, je vous demande d'envisager de vous abonner à cette chaîne. Non seulement pour que vous puissiez entendre plus d'histoires comme la mienne, mais pour que vous puissiez faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, en la guérison et les secondes chances. Une communauté qui comprend la douleur, mais qui choisit de ne pas laisser la douleur avoir le dernier mot. Je vous remercie d'avoir passé votre temps avec moi aujourd'hui. Le temps est le cadeau le plus précieux que nous puissions jamais offrir. Et je ne prends pas à la légère le fait que vous ayez choisi de donner le vôtre pour écouter ma voix. Où que vous soyez, dans votre cuisine, dans votre voiture, dans votre salon tard, le soir, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Emportez-la comme un rappel que parfois, le miracle que vous attendez ne viendra pas en frappant bruyamment à votre porte. Parfois, il attend tranquillement dans un coin de votre vie, attendant que vous ouvriez votre cœur et lui fassiez de la place. Alors, tandis que je pose ma tasse de thé et que je tourne à nouveau mon regard vers Ethan et ses amis, leur joie s'élevant comme un chant, je me murmure la vérité que j'ai enfin acceptée. Je ne suis pas seulement une mère, pas seulement une grand-mère, pas seulement quelqu'un défini par ce que je peux donner aux autres. Je suis Hélène, une femme qui a trouvé sa voie dans le silence, qui a bâti sa valeur avec de la farine et du sucre, qui a transformé le rejet en renaissance. Prenez soin de vous, cher auditeur,
et que vos propres portes fermées vous mènent à des fenêtres que vous ne saviez même pas qu'elles attendèrent de s'ouvrir. Jusqu'à la prochaine histoire, puissiez-vous vivre avec courage, avec gentillesse et avec la foi que la guérison est toujours possible.